Bonjour à tous, c'est un très grand plaisir pour moi, un grand honneur de vous présenter Maëlys de Kerangal, qui, après de très solides études, Cagne, Hippocane, des études de philosophie, des études d'histoire, des études d'ethnologie, a travaillé au guide Gallimard, participé à cette aventure. Ensuite, vous avez remonté une maison d'édition, le Baron Percher. Vous êtes parti, une année sabbatique, je dirais peut-être, aux États-Unis, au Colorado. Et de là, eh bien, est né votre premier roman, qui est celui-ci, Je marche sous un ciel de traîne, qui a été publié en 2000. Vous enchaînez en 2003 avec La vie voyageuse. Puis vous écrivez ces petits bijoux. Ah oui, vraiment, ni fleurs ni couronne, de nouvelles, avec cette tradition, je dirais même un peu de la littérature moderne, contemporaine, française, enfin de la chute de la nouvelle, parce que vous vous situez dans le courant du réalisme. Oui, vous êtes un écrivain réaliste. 2007, vous avez publié... bon, ça c'est un livre de commande. Oui, ça reste un livre comme les autres. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une commande. Enfin, au départ, c'est une demande. Une demande. Et puis, finalement, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre le punk rock et Cornish Kennedy, dans lequel vous avez un regard, je dirais... avec empathie sur une bande de jeunes donc, qui se livrent à des sauts périlleux, des sauts donc d'une corniche située à Marseille, oui, et où les sauts, là, je voulais quand même vous citer, parce que où les sauts sont vus comme certaines luminosités, oui. Ces jeunes qui vont défier les autorités municipales, d'abord, la transgression, mais qui vont défier la peur au ventre, le fait de sauter de 3 mètres, sauter de 7 mètres, sauter de 12 mètres, ce saut qui, je vais bien me le retrouver quand même, et, parce que c'est très beau, et il se dépasse dans ce saut. C'est cette histoire de transcendance dont on a parlé hier. Non, c'était de dire, cette luminosité oui. qu'ils ont, ce saut qui est périlleux, ce saut qui en même temps est un rite un peu initiatique, ces jeunes qui... que vous avez utilisé un joli terme, vous avez dit, je ne les ventriloque pas. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jeunes qui ont lu ce livre se sont reconnus, que ce soit en Argentine, en France ou ailleurs, parce que vous parlez jeunes, mais parce que vous avez une écriture tout à fait personnelle, et vous les décrivez, et vous laissez au lecteur toute une place. Non ? Oui, j'essaye toujours d'écrire en réservant une présence pour une entité autre qui est en fait le lecteur. C'est-à-dire ce que je me dis, c'est que contrairement à certains auteurs qui souvent pensent que pratiquent l'écriture pour eux-mêmes sans forcément avoir le désir d'être lu par d'autres. Moi, je pense que quand j'écris, cet acte d'écrire, il est toujours raccordé à la présence d'un autre, qui est une présence abstraite, une entité qui est là quand j'écris et qui est évidemment possiblement le lecteur en fait. Et c'est vrai que dans Cornish Kennedy, et peut-être aussi dans le livre précédent, vous parliez tout à l'heure de cette histoire des chutes, c'est vrai que ce sont souvent des fins très ouvertes qui permettent au lecteur peut-être de créer en fait, d'activer pour eux-mêmes une espèce de création
qui est la création de leur propre subjectivation du texte. En fait, ils recréent le texte pour eux-mêmes en pouvant imaginer ce qui serait l'ultime fin. Et dans Cornish Kennedy, c'est assez présent cette manière de faire. Et puis je trouve que vous attirez... Bon, Marguerite Yourcenar a dit, lorsque vous avez aimé un livre, il faut le relire. Et je suis tout à fait d'accord. Parce que quand on lit vos livres, bon, on est emporté par cette écriture tout à fait personnelle, par cette écriture musicale, par ces phrases, par une ponctuation excessivement soignée. Mais quand on le relit, on se dit, mais derrière tout cela, dans le fond, il y a une question politique. Parce que ces jeunes, et en particulier, je l'ai senti dans un passage, lorsqu'ils sont arrêtés, parce qu'ils ont enfreint les autorités municipales, vous décrivez quand même leur situation. Hein, la vie, une mère en hôpital psychiatrique, des parents qui sont absents, des jeunes. Et dans le fond, on se dit, et la société, que fait-elle pour elle? Hein? Oui, alors je pense que c'est dans la façon d'écrire qu'il y a du politique dans le livre. Enfin, c'est-à-dire que je n'écris pas des textes qui s'apparentent à de la littérature engagée. Néanmoins, la manière dont je décris donc Cornish Kennedy, qui est le roman d'une bande de jeunes adolescents qui investissent un espace sur une corniche à Marseille et un espace depuis lequel ils plongent, ils font du bruit, ils sont ensemble. Et en fait, c'est une espèce d'occupation du territoire qu'ils s'approprient un peu contre les riverains et sur lequel ils se livrent à des jeux dangereux, donc ces fameux plongeons dont vous avez parlé. Et finalement, voilà, ils sont dans des gestes de transgression. Et en même temps, c'est vrai que moi je les décris avec une forme d'empathie, dans la mesure où leur grâce, hein, ils ont un aspect un peu radieux qui me touche. Mais par ailleurs, c'est vrai que le livre entier se place sur cette corniche, c'est-à-dire entre le monde de la ville, dont je disais qu'il était le monde des lois des hommes, donc le monde social, le monde de la loi, et un monde dur, on va dire dur au sens durci, hein, même, où la loi est sédimentée, et un monde beaucoup plus mouvant qui est celui des sensations, des pulsions, et notamment des pulsions physiques. Eux, ils sont un peu coincés finalement sur cette corniche, comme en fait refoulés aux marges de la ville. Et en fait, je pense que ne serait-ce qu'en les situant là pendant tout un roman, c'est-à-dire ils s'échappent quasiment jamais de cette corniche, en tout cas le roman les situe là et les instaure en fait comme étant complètement refoulés sur ce lieu. Il y a une façon d'interroger la place que l'on fait à la jeunesse aujourd'hui dans la société. Mais si vous voulez, pour moi, ce regard politique, il est vraiment induit dans l'écriture, dans la manière de décrire. Le livre n'est pas du tout raccordé à une intention militante. C'est plutôt en fait la manière d'écrire qui fait voir qu'effectivement il y a du politique dans cette situation. Dans cette situation. Oui, vous avez, je souligne aussi, une grande empathie avec ces jeunes que je disais, qui finalement ont une aspiration à la liberté, à la lumière, car le saut n'est pas une chute, mais une conquête. Ils les exécutent avec sérieux, concentration, connaissent les risques, mais se jouant de la vie, car ils ont la peur au ventre. Et en fait, un petit peu ce qui les lie, ce qui est exaltant, fascinant, eh bien c'est ces sauts. Ces sauts où d'une certaine façon, ils se dépassent, et en particulier Suzanne, morte qui a le vertige, et qui va néanmoins sauter. Alors je trouve que ces jeunes, entre 13 et 17 ans, c'est cet âge de l'insouciance, cet âge du risque, cet âge où on se croit invulnérable. Oui, c'est un roman qui instaure en fait un groupe de personnages totalement connectés au présent de la jouissance, au présent d'une vie physique, sensorielle, aux prises avec un espace et avec des pulsions qui prennent corps vraiment dans leur perception. Donc en fait, je trouvais que la figure des plongeons, pour moi, résorbait, reconduisait totalement cette espèce de moment de l'adolescence où
donc il y a une espèce d'émancipation, de volonté de se libérer peut-être justement de ce monde gouverné par les adultes vraiment, qui est voilà, cette espèce d'espace de la loi, et pour en fait voilà, s'élancer vers un autre espace qui serait davantage un espace corporel. Et c'est voilà, l'adolescence, c'est aussi le moment où l'on découvre qu'on a un corps, et je trouvais que le plongeon donnait une espèce d'image assez en tout cas qui m'émeuvait beaucoup de cet âge. Enfin, je trouvais presque qu'il y avait une espèce d'analogie entre voilà, plonger et être adolescent. Oui, bon. Nous allons ensuite parler de Naissance d'un pont. Alors, quel titre? Naissance d'un pont. Un pont naît? Alors, c'est un titre qui effectivement qui associe, enfin qui directement humanise le pont, enfin lui donne une forme d'existence humaine, comme si justement il devait naître, vivre et mourir comme un être humain. Et en même temps, le mot pont immédiatement voilà, désigne une entité solide, matérielle, physique, dure, etc. Donc en fait, et je me disais l'année dernière, quand Réparer les vivants est sorti, que Réparer les vivants, il y avait la même forme d'opposition avec réparer comme si c'était justement une activité. Et en fait, les deux titres sont en chiasme, etc. Je m'en étais pas rendu compte. Ouais. Mais Naissance d'un pont, alors c'est aussi... c'est un titre qui n'était pas présent au début du livre. Alors la question du titre, elle est assez fascinante hein, quand on écrit et quand on s'interroge sur l'écriture. Il y a des livres qui sont écrits parce que le titre les catalyse. Enfin, on a le titre au départ et finalement toute l'écriture parfois a lieu de manière à investir un titre qui est placé comme une espèce de territoire de 3-4 mots à incarner, que le texte va incarner, et si on les a à l'avance, c'est des espèces de moteurs, hein. Le titre est un moteur pour écrire. Moi, les titres, ils sont souvent assez difficiles, et c'est vrai que ce Naissance d'un pont, c'est un titre qui est arrivé à la fin, où je me suis dit, finalement, ce livre... je voulais un titre qui dise exactement le livre, c'est-à-dire pas un titre symbolique ou un titre qui soit une image ou pas un titre qui soit une ellipse, vous voyez, mais un titre qui dise ce qui se passe. Et c'est vrai que dans ce livre, je souhaitais, enfin j'avais l'idée que l'on pourrait assister à la naissance d'un pont. Donc pour moi, ça catalysait l'idée que c'était le roman d'un chantier. Voilà. Oui, d'ailleurs, bon, Cornish Kennedy, c'est sur la plaque. Là aussi, nous avons une superficie déterminée, un chantier, et la vie de différents personnages, certains déracinés, qui se retrouvent. Et puis, un pont, ça a 2 arches. Donc, un pont, celui qui a décidé, c'est le Boa, le maire de la ville imaginaire de Coca, plus ou moins située en Californie, donc clin d'œil avec votre voyage. Et puis de l'autre côté, le côté primitif, la forêt. Exactement. On retrouve un peu d'ailleurs une espèce d'opposition qui pourrait faire penser un peu à celle de Cornish Kennedy. C'est vrai qu'il y a cette ville de Coca, alors qui correspond plus à une espèce d'hyperville, une espèce de ville qui surgit dans une espèce de boom économique qui fait penser un peu à toutes ces villes qui se sont construites au Moyen-Orient, notamment dans les Émirats. Il va d'ailleurs à Dubaï, pardon. Oui, il va à Dubaï pour s'inspirer. Il en reste fasciné. Oui, cette espèce d'immeubles d'ailleurs qui sortent de terre comme s'ils avaient une espèce d'organicité végétale, enfin ça pousse. Champignons. Et en face, il y a cette forêt, et en fait ce qui m'intéressait dans cette histoire de pont, c'était que immédiatement, finalement, bon, j'étais partie sur l'idée d'un chantier. Et après, je me disais, voilà, si je souhaitais essayer de travailler autour de l'idée d'une épopée collective, voilà, donc une action collective qui tirerait tout le livre. Hein. Le moteur du livre serait l'action. J'avais envie d'un roman d'action, d'un roman d'aventure, avec une espèce de structure un peu épique, mais sans la guerre en fait. Hein. Donc je me disais, si c'est pas la guerre, alors l'épopée, bon, ça peut être la construction de quelque chose, et plutôt le pont parce que le pont organise immédiatement deux choses. Hein. Il y a tout de suite une dualité auquel il faut trouver entre deux entités entre lesquelles il faut établir un rapport.
je dirais, il y a immédiatement une tension, il y a immédiatement une relation, un rapport. Et je me disais que dans cette espèce de dialectique entre deux entités, il pourrait y avoir voilà, une dynamique qui pourrait activer comme ça cette espèce de récit qui n'est rien d'autre vraiment que le récit de la construction de ce pont, en tant qu'il mobilise des figures, des personnages qui viennent du monde entier, des techniques, des matières. Et le chantier fonctionne vraiment comme un microcosme, enfin comme un monde en réduction, où l'on retrouve voilà, des rapports de hiérarchie, de pouvoir, des sentiments, des aventures humaines en fait. Alors je vais vous dire, j'ai pensé à l'or de Sandra, Ouais. un petit peu en lisant ce livre. Et puis je voudrais vous dire que je suis absolument, c'est absolument extraordinaire. Il y a derrière ce livre une recherche, une richesse documentaire extraordinaire, et vous avez réussi à enchasser dans la littérature, dans la fiction, parce que ce sont des personnages de fiction, et il y a un nombre une terminologie. Il faut de temps en temps regarder dans le dictionnaire. Moi aussi. Hein. Et puis ces phrases qui coulent, ces phrases qui pour moi évoquent, je vous l'ai dit, mais je le pense, l'Argentine et ses paysages, vous savez, cette pampa qui s'étend, la luxuriance d'endroits comme Iguaçu, où la végétation est plus forte que tout. Mais je pense que ce pont, il est situé dans un espace assez troublé qui, de mon point de vue, il est situé dans une Californie imaginaire un peu mythique, parce que il y avait l'idée du western, il y avait, donc je souhaitais que ce soit aux États-Unis pour pouvoir brasser les mythes de la conquête, de la frontière américaine. Mais l'espace, il est peut-être plus un espace sud-américain en fait. Enfin, il y a une jungle, en même temps il y a des tigres, enfin on ne sait pas vraiment où on est, c'est un peu atopique en fait. Oui. Ouais. Oui. Bien, et puis je voudrais que nous abordions réparer les vivants. Alors là, c'est votre dernier livre. Alors j'ai lu, ça m'a beaucoup amusé. Et il ne va plus y avoir de place sur le bandeau parce que vous êtes déjà au 9e prix. Hein, donc pour ce roman tout à fait remarquable, donc réparer les vivants. Alors là aussi vous avez une position tout à fait originale, parce qu'au lieu de partir des receveurs, ce dont on parle en général, vous parlez du don. Ouais. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes petite fille de capitaine au long cours. Dans votre écriture, il y a les horizons, oui. Il y a la vague. La vague, c'est le mouvement, mais c'est aussi un bruit, une musicalité. Et dans votre livre, vous avez... alors, c'est ce jeune surfeur qui qui a un accident, qui est mort. Alors, cette idée, avant le cœur était l'organe qui décidait, vivant ou mort. Maintenant donc c'est le cerveau, il y a un déplacement. Vous avez beaucoup insisté sur le cœur, et je dirais que j'ai été émerveillée aussi parce que c'est au cœur du livre, parce que c'est à la page 117 et 154 que vous traitez avec une délicatesse extraordinaire ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire annoncer aux parents qui voient ce corps qui semble respirer, etc., et que leur fils de 19 ans est décédé. Et que ce fils de 19 ans, eh bien, il peut sauver des vies, mais quand on est mère, on se demande que ferais-tu? Et là, vous avez aussi, je dis, la vague, l'onde, le chant, parce que, bon, il y a le personnage de Pierre Révol, dont on a déjà parlé, Révolution, parce que c'est Révolution, mais j'ai trouvé que Pierre Révol et Thomas Rémige, j'ai trouvé que ça faisait réa aussi. Réanimation, vous voyez. Et puis, alors là, je voudrais bien que vous nous en parliez. Parce qu'il y a... Donc le plus important pour moi, et ça me fait plaisir que vous l'ayez souligné en premier, c'est que c'est un livre qui se place résolument, et c'était un choix narratif très fort d'emblée du côté du donneur. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment le livre de Simon, et ça n'est pas le livre de la receveuse qui s'appelle Claire. Et ça c'est important parce que
je pense qu'aussi la société, enfin, on aime voir des gens réparés, vivants, et c'est bien normal, on aime, parce il symbolise, en tout cas il manifeste la puissance de la médecine, la puissance humaine, il manifeste voilà, quelque chose, une espèce de positivité, comme si justement on avait pu triompher de la mort. Or c'est un livre qui regarde juste derrière tout ça et qui essaye de se placer dans l'angle mort de la greffe, enfin vraiment dans le point aveugle de la greffe, qui est qu'il y a quelque chose que l'on n'aime pas regarder derrière tous les greffés, c'est que quelqu'un a donné et que donc il y a eu une mort et souvent une mort brutale qui a pu donner lieu justement à cette mort encéphalique, hein, qui est un état du corps que moi j'ignorais en fait. J'avais une idée assez floue de ce qu'on appelait le coma avant de commencer le livre. Je savais quand même que, voilà, que les comas existaient, mais de manière précise, je l'ignorais. Et je me contentais d'ailleurs, je pense comme beaucoup, voilà, d'une espèce de flou. Or, finalement, ce qu'on appelle la mort cérébrale ou le coma dépassé ou le coma profond, c'est un état du corps intermédiaire où le cerveau est détruit, mais où les organes peuvent continuer à fonctionner grâce à des machines. Et cet état du corps, il est très violent effectivement pour les parents qui, arrivant au chevet de leur fils, sont face à un corps qui semble dormir, qui a l'air vivant. Hein. Le thorax se soulève, l'abdomen bouge, il peut respirer, alors que finalement leur enfant est mort. Et c'est bien parce que cet état, qui est à la fois un état scientifique, mais aussi un état intellectuel et philosophique du corps, a été déterminé en 1959, qu'on a pu faire des greffes. Donc pour moi, c'était important qu'à un moment dans le livre, cette espèce de révolution épistémologique, cette espèce de décentrement du corps, voilà, de chute du cœur et de sacre du cerveau, voilà, cette espèce de corps qui est décentré finalement, dont le magistère, hein, monte dans la tête, se déplace comme ça vers le haut. C'était important pour moi que ce moment soit écrit, enfin soit présent dans cette fiction, parce que je pense que si on ne comprend pas cette histoire de mort cérébrale, on comprend difficilement le geste du prélèvement et celui de la greffe. Voilà. Et tu dis l'importance du cœur. Alors le cœur, il est dans notre société. Il est vraiment, ouais, il est important. Et dans le livre, donc la première page, d'emblée, elle place le cœur dans sa double dimension, donc sa dimension voilà, physique, organique, musculaire. Hein, c'est ce qu'Antonin Artaud appelle cette pompe, hein, cet organe qui pompe la vie en moi, je crois qu'il le dit comme ça. Et puis il y a évidemment le statut symbolique du cœur, qui est un organe qui a fait l'objet d'une symbolisation dans notre culture, et qui est une symbolisation qui est issue voilà, du christianisme, mais pas que, enfin du christianisme, et alors de ce qu'il a pu donner comme forme artistique, notamment au Moyen-Âge, la naissance de la chanson de geste, ou l'amour courtois, ou voilà, les premiers grands récits du Moyen-Âge, sont toujours focalisés autour de la question de donner son cœur. Voilà, le chevalier donne son cœur à la dame, et dans l'idée de cœur, il y a l'idée évidemment de l'amour, mais aussi de la force, hein, du courage. C'est le même, avoir du cœur à l'ouvrage, hein, l'idée de... C'est le cœur, c'est le sentiment, c'est l'affection, mais c'est aussi le courage. Et c'est vrai que dans mon livre, et d'ailleurs souvent je me dis, c'est peut-être ce qui a permis qu'il y ait une fiction, le cœur, il est en permanence dans sa double dimension, c'est-à-dire il est traité comme une pompe, mais aussi comme ce mot qui catalyse voilà, une symbolique assez complexe et assez belle, et qui en tout cas fait trace dans notre langage. Alors je ne sais pas bien si en espagnol il y a autant d'occurrences qu'en français, mais en français c'est un mot qui revient énormément et qui a construit un organe comme résorbant symboliquement, voilà, comme devenant le lieu de l'amour dans le corps de l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de boîte noire au début du livre, voilà, le cœur comme un réceptacle, comme une espèce d'archive, l'archive sentimentale d'un corps. Et cette double dimension,
elle m'a beaucoup... je pense que ça a été la piste, la piste qui s'est dégagée devant moi quand j'ai commencé à écrire le livre. D'avoir l'intuition que ce serait dans sa double dimension que le roman pourrait s'écrire. D'ailleurs, ce jeune surfeur s'appelle Simon Limbe. Ouais. Simon Limbe, au Moyen-Âge, l'endroit où donc séjournaient les enfants non baptisés. Et il donne, ce cœur est transplanté dans le corps d'une traductrice qui, elle, est celle qui finalement permet d'accéder à d'autres... en traduisant les livres, on permet à tous de lire. C'est vrai, il y a une générosité dans le côté de traduction. Oui, et en fait dans l'idée de la traduction, c'est vrai que je me disais qu'il faudrait que cette femme, la façon dont ce personnage serait imaginé, construit, enfin manifesterait qu'il est d'emblée connecté à ce qui serait l'étranger. Parce que elle va... alors ça, j'avais lu un livre que j'ai trouvé assez admirable, qui est un petit livre d'un philosophe français qui s'appelle Jean-Luc Nancy, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Intrus. Lui-même, il est greffé du cœur depuis peut-être 25 ans. Et il a fait de son histoire personnelle un motif philosophique, en disant voilà, que l'intrus, c'est cet organe étranger. Et il en fait même un motif politique, c'est-à-dire c'est l'étranger qui vit en moi, c'est cet étranger que j'ai accueilli en moi. Et je trouvais ça assez beau et je me disais, voilà, quelqu'un qui serait traducteur justement par le biais du langage, par le biais d'un rapport particulier au langage et le fait de traduire, voilà, de passer d'un univers langagier à un autre, voilà, il y aurait cette présence de l'étranger en soi, comme une langue étrangère qu'on apprend et que l'on incorpore en fait. Oui. Alors je pense que vous allez peut-être nous lire un passage, mais je voulais vous dire à quel point j'avais été charmée par celui dans lequel il évoque... alors l'opération a réussi, elle est terminée. Alors je trouve que vous avez su ne pas alourdir le texte, tout ce qui est opération chirurgicale, vous mettez bien en valeur le côté d'extraordinaire de cette équipe, tout s'enchaîne et ça, tout se fait, tout est parfait, tout est à la seconde près, tout le monde est sur le vif. On a envie quand même d'admirer tous ces médecins. Mais vous avez aussi, alors je ne sais pas si vous voulez le lire, mais je ne sais pas si c'est un passage que vous aimeriez lire, mais j'ai été frappée par celui-ci et qui parle du cœur. Je ne sais pas si vous l'aviez, si c'est celui que vous aimeriez. Oui, mais je peux le lire. Nous lire, ou peut-être choisissez, j'en ai beaucoup d'autres. Hein, alors là, c'est la fin du livre. Oui, alors c'est vraiment la toute fin. J'avais aimé aussi... Non, mais... Alors, à la fin. Non, mais on peut prendre un autre... Non, mais c'est parce que c'est... passage. Bon, dans la 4e de couverture, on évoque le cœur qui migrait. Mais vous avez de très belles images. C'est pour montrer la poésie de cette langue. Peut-être... Bon, vous avez le chant de Thomas Rémy. Regardez celui-là, peut-être... Ah oui, je sais. Un autre sur le cœur. Sur le cœur que vous... Voilà. Le cœur migrait. Image. Attends, je vais dire ça. Voilà. Ce côté aussi du père, enfin ils sont donneurs, et puis d'un seul coup il y a cette interrogation. Et puis qu'est-ce qui se passe maintenant? Je voudrais lire. Vous voyez que je souligne. Hein. Ah ouais, je vais lire. Et il y a... je vais lire un passage où on parle, où le cœur est décrit justement. Excusez-moi, j'essaie de me retrouver bien. Alors, plutôt là.
Ah, pardon, à la page. À la page 129, dans le bas de la page. Merci. Ok, on prélève quoi? Sean a réattaqué tête baissée, regard par-dessous, et Thomas, surpris par ce changement de cap, fronce les sourcils et se cale illico sur ce nouveau tempo. Il est question de prélever le cœur, les reins, les poumons, le foie. Si vous consentez à la démarche, vous serez informé de tout et le corps de votre enfant sera restauré. Thomas a énuméré les organes sans flancher, dans cet élan qui le conduit toujours à préférer la précision sèche au flou de l'esquive. « Le cœur » demande Marianne. « Oui, le cœur », Thomas répète. « Le cœur de Simon. » Marianne est étourdie. Le cœur de Simon. Des îlots de cellules sanguines confluent dans un petit sac pour former le réseau vasculaire initial au 17e jour. La pompe s'amorce au 21e jour, des mouvements contractiles de très faible amplitude, mais audibles sur des appareils hautement sensibles paramétrés pour l'embryologie cardiaque. Le sang s'écoule dans les conduits en formation, innervant tissus, veines, tubes et artères. Les 4 cavités s'élaborent, le tout bien en place au 50e jour, même si inachevé. Le cœur de Simon. Un abdomen en boule qui se soulève doucement au fond d'un lit parapluie. L'oiseau des terreurs nocturnes affolé dans une poitrine d'enfant. Le tambour staccato calé sur le destin d'Anakin Skywalker. Le riff sous la peau quand se hausse la première vague. « Touche mes pecs », lui avait-il dit un soir, muscles tendus, grimace de singe. Il avait 14 ans, et dans l'œil la lueur neuve du garçon qui prend place dans son corps. « Touche mes pecs, mam ». La fonte diastolique quand son regard capte Juliette à l'arrêt du bus sur le boulevard maritime. Robe t-shirt à rayures, Doc Martens et ciré rouge. Le carton à dessin calé sous le bras. Et l'apnée dans le papier bulle au soir de Noël. Le surf déballé au milieu du hangar, glacé, décacheté avec ce mélange de méticulosité et de fougue, comme on tranche l'enveloppe d'un message d'amour. Le cœur alors. Oui, Merci.